Avertissement, dans cette vidéo, des gros mots seront prononcés. Nous aborderons des sujets plus ou moins sensibles comme l'alcoolisme, les addictions diverses, la sexualité ou la religion, et pour finir, une opinion sera donnée. Le visionnage de ce vidéogramme se fait à vos risques et périls. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Ah, la formule de youtubeur pourri. Mais c'est sincère, c'est la première fois que je poste une vidéo en ayant un peu peur de ce qu'il va arriver. Probablement rien, dans la mesure où tu as autant de fans que l'équipe nationale luxembourgeoise de water-polo. Tu sais comment encourager quelqu'un à toi. Bref, une vidéo faite dans l'inquiétude, car comme vous l'avez vu au titre, je m'écarte franchement de mes thèmes habituels pour aller du côté de la review de série. Une première qui impliquait donc une invitée de choix, Hazbin Hotel. Et pour être complètement honnête, c'est la deuxième vidéo que j'écris et que je tourne sur le sujet. Ne cherchez pas la première vidéo, j'ai renoncé à la poster. Comment vous la décrire ? Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Voilà, c'est une bonne description. Et il est bon, hein. Or, avec le temps, la réflexion et après m'être pas mal renseigné, j'ai calmé mes esprits et si je trouve toujours que la série a des défauts, j'espère vous la présenter avec davantage de subtilité. Mise en garde numéro 1, avant d'aller plus loin. Hazbin Hotel, j'aime bien. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une série parfaite. Certaines choses me déplaisent profondément, tandis que d'autres récoltent mes acclamations sans retenue. Oh non, cela complique les choses. Ici, j'aurais voulu vous rassurer, mais devant la longueur de la vidéo, vous avez raison d'être inquiet. Mise en garde numéro 2, la série se passe en enfer, utilise énormément d'iconographie religieuse chrétienne et de termes connotés bibliquement. Néanmoins, je peux cependant affirmer que la série n'a aucunement pour but de transmettre un message spirituel sur Dieu, sur l'âme ou autre. Tout ceci ne sert que de décor. Alors restons calmes, souples et souriants, on n'est jamais complètement habillé sans un sourire. Le temps de revêtir une armure angélique et permettez-moi de vous inviter au cœur des enfers. Et au moment où je complète ces lignes à la relecture, je constate que le script fait 34 pages. Que cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais j'espère pas autant que ma vidéo sur le Palais du Soleil. J'espère. Si vous connaissez déjà la série, vous pouvez sauter le résumé, même si j'y ai glissé toutes sortes de plaisanteries afin que vous pouffiez jovialement. Ne perdons pas plus de temps, générique. Bienvenue dans le cercle de l'orgueil, dans l'enfer d'Hazbin Hotel. Charmant, n'est-ce pas ? Fait une chaleur incroyable. Commençons notre voyage par une introduction de bonne aloi, pleine de chiffres et de faits. Ça vous va ? Ça me va. Super. Hazbin Hotel est une série d'animation de type de type comédie musicale, produite par A24 et Bento Box, disponible sur Prime Video depuis janvier 2024, en anglais, en français et en 10 autres langues. Elle est déconseillée aux moins de 16 ans, de par ses thèmes dits adultes et la représentation régulière de bagarres sanguignolantes. Et pour les yégueristes de la VO, je vous zute. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. J'ai regardé la série en VF, c'était très bien, et même plus agréable pour ensuite regarder la version anglaise une fois que je connaissais l'histoire. Mais reprenons du début. L'aventure commence officiellement le 28 octobre 2018. Date où l'épisode pilote est posté sur la chaîne Vive Zip Hop, un épisode autoproduit, principalement financé par la communauté sur Patreon, après des années de travail pour construire une communauté sur YouTube. Cette chaîne est détenue par une personne bien particulière, Vivienne Medrano, la créatrice qui est généralement considérée comme LA tête du projet. Tête dont est sortie la plupart des designs, des histoires, des principes de l'univers et des thèmes abordés. Il serait injuste de réduire la série à une seule personne, mais il faut avouer que c'est Madame Medrano, depuis sa chaîne et sa table à dessin, qui a lentement constitué une communauté de fans de son trait et de ses personnages. Le pilote annonce la couleur, le rouge. Des personnages borderline, un humour noir, des thèmes interdits aux moins de 18 ans et un langage qui parvient à être plus ordurier qu'un épisode du Joueur du Grenier, forcément, ça allait marcher. J'ai l'air de critiquer là, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai kiffé comme tout le monde. Kiffer, est-ce que ce mot se dit encore ? Bref, dans la foulée sort le pilote d'une autre série se déroulant dans le même univers, Helluva Boss.
Et à partir de là, les fans ont travaillé une saine qualité, la patience. Les pilotes sont sortis en 2018 et il faut attendre jusqu'en 2020 pour avoir du concret au sujet de l'hôtel, son rachat par le studio A24. Hazbin Hotel s'en va jouer dans la cour des grands, mais pour les spectateurs, toujours rien à spectater. Pendant ce temps, Helluva Boss devient officiellement une série spin-off produite de façon indépendante qui poste ses épisodes sur YouTube et en est à sa 2e saison, quand enfin une date de sortie est annoncée pour Hazbin Hotel. On a failli attendre. Hazbin Hotel est donc livré à ce monde cruel durant le mois de janvier 2024. Et le succès est dingue. C'est difficile à quantifier pour une série diffusée sur une plateforme, mais on peut citer les notes très positives sur Rotten Tomatoes et Metacritic, 2 sites de recueil d'avis sur films et séries. Internet est en feu jusqu'au dernier épisode, les théories pleuvent comme des petits pains et le merchandising se vend comme des cordes. Donc tout va bien, fin de l'histoire ? Non, bien sûr, car des tas de critiques arrivent elles aussi. Généralement formulées avec bienveillance et argumentaire sérieux à l'appui. Sauf sur TweetX, évidemment. C'est d'ailleurs le bon moment pour rappeler qu'une critique n'est pas une attaque gratuite. C'est une opinion jugeant des qualités et des défauts d'une chose. La critique peut être positive, relever des qualités, ou négative, souligner les défauts. L'important est qu'elle soit constructive, qu'elle cherche à faire grandir ce qu'elle critique. La série respecte pourtant la plupart des promesses du pilote. Une comédie musicale déjantée, une animation aux petits oignons, des personnages borderline, un humour noir, des thèmes interdits aux moins de 18 ans et un langage presque aussi ordurier qu'un épisode de What the Cut. Mais What the Cut, c'était vraiment un délire à part entière. Bref, la critique la plus courante, c'est qu'il n'y a pas assez d'épisodes. Les fans en veulent plus, c'est une critique assez agréable à entendre. Fans qui attendront aux dernières nouvelles au moins jusqu'à fin 2025. Patience, toujours. Sur ce, nous voilà arrivés à l'hôtel Hazbin. L'endroit idéal pour démarrer notre voyage. Attention, à partir d'ici, nous sommes en zone spoiler. Êtes-vous prêts pour un parcours rapide des événements ? Allez, prenez ma main. Serrez la main d'un pauvre pêcheur. Une histoire d'enfer. Après un court générique, le premier épisode, Overture en VO, Histoire de l'enfer en VF, commence par nous raconter l'histoire de la création de l'univers. Et si je n'étais pas une personne ayant pour principe de laisser une seconde chance aux gens et aux séries, je me serais barré à ce moment. Pas que cela chagrine mon angélique personne que l'on réinterprète l'histoire biblique de la création, mais vous verrez vous-même, juste tenez le choc une minute. La création est gérée ici non pas par Dieu, mais par le paradis, une cité parfaite gouvernée par des anges. Dans le tas, mon gars sûr, Lucifer, qui déborde d'idées, mais que les autres rejettent au motif qu'il est, je cite, « Mais les grands sages du paradis le voyaient comme un agitateur et considéraient sa façon de penser comme pouvant mettre en péril l'ordre établi. » Nous reviendrons sur ce passage, mais pour l'instant, la série perd 30 points de subtilité. Les anges créent la Terre et les premiers humains, Adam et Lilith. Deuxième déviation majeure de l'histoire biblique, l'usage du personnage de Lilith en tant que première femme, ce qui vient de légendes juives antiques, mais nous reviendrons aussi sur le cas de Lilith. Deuxième déviation, et surtout deuxième perte de 50 points de subtilité, avec ce passage. Ces deux êtres qui amorçaient la lignée de l'humanité avaient beau être égaux, Adam exigea de décider de tout. Comment suis-je censé comprendre ce passage ? Je sais pas. C'est le début du patriarcat apparemment, mais pourquoi ? Parce que là, il n'y a pas encore eu le péché originel. L'humanité est censée être encore parfaite, au moins aussi parfaite que l'ont faite les anges. Alors expliquez-moi pourquoi le premier homme se la joue déjà dictateur autocentré. Et nous retrouverons Adam par la suite. C'est une ordure jusqu'au trognon. Et c'est censé être le premier homme ? Celui dont descendent tous les hommes ? Est-ce que je dois comprendre que tous les hommes sont des égoïstes autocentrés et oppresseurs depuis Adam ? Cette simple phrase me fait produire une quantité de sel rivalisant avec la production annuelle de la Camargue. Continuons. Adam veut commander, Lilith lui colle un par la main et s'enfuit. Là, elle rencontre Lucifer, et comme les deux sont épris de liberté et d'indépendance, ils tombent amoureux.
Je n'invente rien, cette romance est vraiment aussi niaise. Lily et Lulu, oui je vais les appeler comme ça, décident alors de partager le libre arbitre avec l'humanité, en donnant le fruit de la connaissance à Eve, la seconde femme dans la série. D'ailleurs, ceci implique que l'humanité n'avait pas de libre arbitre, alors qu'Adam et Lilith étaient tout à fait libres de leur choix. Enfin, c'est peut-être juste Eve qui n'en avait pas. Bref, Eve mange la pomme, mais le fruit était maudit, et le mal est entré dans le monde et a tout cassé. Méchant fruit. Qu'il est méchant. D'ailleurs, la voix off dit en français « le malin », en anglais juste « evil », ce qui fait qu'on ne sait pas si on parle d'une personne ou d'un concept. Cela laisse de la place pour une future révélation. Lily et Lulu furent alors bannis dans la faille qu'ils avaient ouverte. L'enfer. D'un côté, Lulu déprima, ne voyant des humains que leur faute et leur cruauté. Je suis un déchet, et ma place est avec les déchets. De l'autre, Lily devint une figure forte qui fit grandir l'enfer par ses chansons qui donnaient un sentiment de puissance à ses habitants. Non, je n'invente toujours rien, c'est vraiment un scénario digne d'une Magical Girl. Mais en voyant que la population de l'enfer devenait de plus en plus nombreuse, le paradis prit la décision d'une purge annuelle, non pas celle-là, où des dizaines d'anges exorcistes descendent en enfer pour tuer tout ce qui bouge. En fait, non, précisons, ils ne tuent que les sinners, les humains morts et envoyés en enfer à cause de leurs péchés. Cette précision est un bonus. Mais Lilith confia son rêve, quel rêve, on ne sait pas, à sa fille, la princesse de l'enfer. Fin de la légende et début de la vraie série. Transition livre, nous rencontrons Charlie Morningstar, la princesse de l'enfer dont nous parlions, qui relisait cette palpitante histoire passée pour mieux digérer la récente extermination, dans le confort de son hôtel Has-Been. D'où le titre. C'est l'occasion de rencontrer quelques membres de l'équipe hôtelière. Vaggie, compagne de Charlie et gardienne des lieux. Alastor, overlord surpuissant qui ne vient aider ici que pour voir les autres échouer. Oui, c'est un projet de vie. Angel Dust, premier et unique pensionnaire de l'hôtel et accessoirement acteur de films pornographiques. Pour ceux qui ne me croiraient pas... Angel, t'es acteur de films de cul. Acteur, oui, mais connu. Nous avons aussi Husker, barman grincheux, et Nifty, femme de chambre psychotique, me faisant étrangement penser à ma petite sœur. Rassurez-vous, ma sœur a ses deux yeux, ce n'est pas ça le point commun. Passons à la suite. Au travers d'une publicité réalisée par Alastor, on comprend que l'hôtel a un but précis, accueillir les pécheurs, ou sinners, pour les rendre bons et purs, pour les racheter en somme. Ainsi, ils iront au paradis et éviteront l'extermination. Il y a cependant plusieurs problèmes. 1. Personne ne sait si ce plan fonctionne. 2. L'hôtel a très peu de succès. Un seul résident, c'est pas grand-chose. Ah oui, mais connu. Suite à un appel de ce cher Lulu, Charlie se rend à une réunion à l'ambassade des anges à la place de son père et espère y parler de son projet. Évidemment, elle s'y rend en chanson, A Happy Day in Hell, qui nous permet de voir à quoi ressemble ce délicieux endroit. Charmant. Tout en appréciant les talents de danseuse de notre héroïne. Pas mal, mais pas encore au niveau du meilleur danseur étoile de rue. Pendant ce temps, le reste de la bande décide de tourner une nouvelle pub. La première étant... À chier. Merci Vaggie. Si malgré quelques déboires, une nouvelle pub de qualité est tournée, Charlie, de son côté, est tombé sur un os. Une cote pour être précis. À l'ambassade du paradis, elle rencontre Adam, ou plutôt son hologramme. À Paris! Oui, Adam, le premier homme, devenu chef de l'armée des anges exorcistes. Le zozo est vulgaire, méprisant, insupportable. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens l'ont apprécié. Il me permet d'introduire les instants poésie d'Has-Been Hotel. C'est la solution à notre plus grand problème. Ah, l'herpès. Ah ouais, ça pique sa race. Mon bon monsieur Adam. Appelle-moi Maître Brakmar. Merci Adam pour ce moment. Avec lui, on ne va pas manquer de poésie. Bref, Charlie essaye d'expliquer son projet, mais Adam et son acolyte Lutte lui répondent que non. Les âmes ont eu leur chance sur Terre, donc il est juste qu'elles restent soit au paradis, soit en enfer. En face, Charlie leur rétorque avec une gentillesse qui confine à la naïveté que les pécheurs ont juste fait des erreurs. Oui, les pécheurs commettent des erreurs, mais au fond, qui n'en commet pas? Argument qui tient moyen devant les propres personnages de la série. Alastor, tueur en série cannibale sur Terre, pire encore en enfer. Ce ne sont que des erreurs?
Et si vous me permettez ce léger point Godwin, Hitler. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. On peut avoir une deuxième chance ? Bon, d'accord. Merci. Staline, Mao, Pol Pot, le millier de tueurs en série qui remplissent les threads horreur / faits réels de YouTube. Ce sont juste des gens qui ont fait des erreurs ? Ça m'arrache un peu la bouche, mais je suis d'accord avec le premier beauf. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Bref, Adam rembarre Charlie avec l'excellente chanson Hell is Forever et annonce qu'il avance la prochaine extermination à dans 6 mois au lieu d'1 an. Logiquement, c'est un peu la panique en enfer. C'est alors qu'on voit une sonde des anges, probablement achetée à Stark Industries, retrouver un cadavre d'ange exorciste. Et apparemment, c'est la première fois que des démons parviennent à tuer un ange. Attention, nouvelle rubrique. Et voici les analyses stratégiques fines du professeur Luth. Nous devrions descendre immédiatement pour tous les anéantir. Non. Merci, professeur Luth. Mais Adam ordonne d'attendre un peu pour ne pas que l'enfer commence à se poser des questions. Fin de l'épisode 1 sur Adam qui se prend pour le chat du Cheshire. Soufflez un coup, c'est le premier épisode, il y a beaucoup de choses à avaler. Tenez, regardez ce petit chat. C'est bon ? On replonge dans la rigolade. Épisode 2. Radio Killed the Video Star, ou Radio contre vidéo. L'épisode ouvre sur Charlie qui commence à paniquer sévère à cause de la menace des anges de revenir dans seulement 6 mois. Vaggy essaye de la calmer, de lui remonter le moral, quand une explosion détruit le mur de l'hôtel. Le bâtiment est attaqué par Sir Pentious, un sifflant sinner serpent et suintant la malice. Il a une dent, ou plutôt un crochet, contre Alastor, qu'il a vécu un grand nombre de fois par le passé, et oublie systématiquement ses combats si peu intéressants. Je n'invente rien. Aucun souvenir, à mon avis, vous devez être nul. Sir Pentious dit faire cela pour être reconnu par les Vises. Pousse, c'est qui les vise? Non, personne d'important t'occupe. Et pendant qu'il se fait humilier, nous allons accéder à la requête de Nifty et nous renseigner. Les Vises est une association de 3 overlords qui dominent le monde des communications. Voici Vox, démon de la télé, Velvet, démon des réseaux sociaux, et Valentino, démon du porno. Attention, quand on dit démon, c'est un titre, ce sont des sinners comme les autres, sauf qu'ils sont devenus extrêmement puissants en enfer. Ici, nous regrettons tous qu'Hasbin Hotel ne soit pas sorti à l'époque du Club Dorothée. Les personnages auraient été francisés en Valentin, Hervé et Sidonie, ce qui aurait fait les VHS. Ça c'est la classe. Bref, Vox est appelé par Velvet pour aller calmer Valentino, qui fait une crise de colère. On traverse rapidement le bâtiment, on apprend que Vox possède le Sharingan, que Velvet peut rhabiller les gens, et enfin on voit Valentino, patron d'Angel Dust, mania de l'industrie pornographique et du proxénétisme de manière générale. Et c'est un petit capricieux arrogant absolument détestable. Les avis sur ce personnage sont assez polarisés. Soit les gens le haïssent et veulent son décès dans les plus brefs délais, soit ils l'adorent justement parce qu'il est haïssable. Ça rappelle un peu le mécanisme avec Adam. Enfin bon, Valentino est en rage car le dit Angel Dust a décidé de vivre à l'hôtel Has-Been et de ne venir au studio que pour le travail. Pour le travail, pour le travail. Vox raisonne son partenaire en lui expliquant les dégâts que cela ferait à l'image de leur marque s'il perdait son sang-froid. Tout de suite, les instants poésie d'Has-Been Hotel. Oh, mais je voulais vraiment défoncer quelqu'un. Eh bien, je vais appeler les moins rentables de ce mois-ci. Oh, Merci Vox et Val pour ce moment. Valentino se maîtrise, mais c'est Vox lui-même qui perd les pédales quand il apprend que dans cet hôtel, on trouve aussi Alastor. Visiblement, il y a un différend entre les deux. On apprend rapidement que le démon de la radio revient après 7 ans d'absence, mais on voit surtout Vox chercher à humilier son adversaire via la chanson State Gone. Évidemment, Alastor intervient et ridiculise l'écran plat. Sachez que la chanson a fait l'objet d'un remix avec IA, faisant chanter Hitler et Staline. Faites ce que vous voulez de cette information. En effet, Alastor répond de manière tout aussi musicale, roule sur Vox, nous lâche que si le démon de la télé le déteste, c'est parce que... Il faut que vous sachiez qu'il
Il me voulait à ses côtés. J'ai refusé, il s'est vexé, qu'elle voulait. Une coupure d'électricité plus tard, le démon de la radio drop the mic et les Viz font une réunion d'urgence pour empêcher qu'Alastor ne fasse un pacte avec Charlie. Si vous ne savez pas ce qu'est un pacte, c'est normal, la série ne l'explique pas. Nous faisons donc une pause lore. Un pacte, dans cet univers, est un contrat magique entre deux personnes, dont une qui est un dealmaker, simplement quelqu'un qui a la capacité de faire ce genre de pacte. L'un obtient un service, l'autre une compensation, qui peut être un autre service, un paiement, ou plus classiquement, l'âme du pactisant. C'est ainsi que les Overlords, les pêcheurs surpuissants comme Alastor, possèdent un grand nombre d'âmes, qui leur servent plus ou moins d'esclaves. Fin de la pause lore. Est-ce que les Viz ont décidé de quelque chose ? Oui, ils vont envoyer une taupe dans l'hôtel. Et qui vient frapper à la porte de l'Asbin ? Serpentius, qui affirme être là pour devenir une meilleure personne. Si Charlie est ravi de la chose, d'autres ont quelques doutes, comme Angel ou absolument tous les spectateurs. La petite bande participe à divers jeux, dont des scénettes visant à véhiculer une morale de bonne aloi. Passons rapidement, juste le profil type du dealer de drogue selon Charlie. C'est elle qui a écrit les textes. Je suis un méchant monsieur qui traîne dans la rue et qui n'a jamais eu de gros câlins. Maintenant, où trouver un gentil môme à qui je pourrais vendre un peu de drogue ? Le niveau de déconnexion entre Charlie et la réalité explique peut-être sa théorie sur la rédemption des pêcheurs. Le soir venu, Angel Dust écoute quelques messages de son patron Valentino, qui le harcèle littéralement, ne trouve pas le sommeil et redescend chercher une bouteille d'alcool. Mais c'est alors qu'il voit passer une ombre. Serpentius est en train d'installer une caméra de façon hyper discrète. Bagarre! Charlie et Vaggie déboulent la tronche enfarinée et Serpentius est démasqué. Il panique et demande via son Apple Watch à Vox de le tirer de là. Vox lui dit subtilement d'aller mourir et Serpentius se rend, attendant le coup de grâce. Mais Charlie se lance dans une chanson sur le pardon, Say Sorry, qui permet au serpent de se faire pardonner par l'équipe. La chanson est un peu niaise de ton, mais je dois préciser une chose, vive la VF! Vive la France! Car en français, la chanson dit qu'il faut demander pardon, alors qu'en anglais, c'est say sorry, dire je suis désolé. Le sens n'est pas le même, il est bien plus fort et bien plus juste en français, merci. Pas mal, non, c'est français. Nous avons un happy end, sauf pour Nifty qui préférait quand Penchus était un bad boy. Et attendez quoi ? Elle vient de lui marcher sur le pied alors que c'est un serpent. Fin de l'épisode avec Alastor qui provoque Vox une dernière fois. C'est gratuit, c'est ça qu'on aime. Allez, on respire, on regarde un autre petit chat. Et on replonge. Épisode 3, Scrambled Eggs, ou œufs brouillés, littéralement. Une semaine s'est écoulée depuis l'arrivée de Serpentius à l'hôtel, mais l'ambiance n'est pas au beau fixe. Premièrement, le fief et serpent s'échinent à bricoler toutes sortes d'armes au cas où quelqu'un voudrait lui faire la peau. Deuxièmement, Husk, Angel et Nifty sont fidèles à eux-mêmes. Vaggie ordonne la cessation des activités destructrices ainsi que la dégagation des sbires de Penchus, les Neneufs, oui c'est leur vrai nom. Mission confiée à Alastor. À partir de là, nous suivons deux intrigues. D'un côté, Alastor qui se rend à une réunion d'Overlord pour parler boulot et comptabilité des âmes. De l'autre, Charlie et Vaggie qui veulent faire des exercices de confiance aux résidents pour favoriser la cohésion. Ici, Charlie s'efface, car, je cite, « Elle fait déjà confiance à tout le monde ». Plaît-il ? Vaggie prend donc les choses en main. Très bien. Alors on va commencer par l'exercice de la chute. Petite musique militaire pour signifier le changement de ton, ironie de situation, humour, j'ai rigolé. Mais, regardez bien la démarche de Vaggie. Filme mes pieds, the clocks. Pourquoi elle a la démarche d'une top modèle en défilé ? On a bien deviné qu'elle avait un arrière-plan militaire. Mais quelle armée apprend à ses soldats à marcher comme sur un podium ? Bref, premier exercice, monter sur une scène pour révéler un secret sur soi, puis se laisser tomber en espérant que les autres te rattrapent. Charlie passe sans encombre. Angel nous apprend qu'il aime les glaces à l'eau, et Penchus fait un numéro de drama queen sur la perte de ses neneufs. Et pour votre plus grand plaisir,
la confession de Nifty. Alors moi, je zigouille des mamans insectes devant leur bébé pour leur faire comprendre qu'il faut pas me chercher. Cette petite est géniale. L'exercice n'étant pas très concluant, deuxième tentative suite à un conseil d'Angel Dust. Allez dans une salle de BDSM. Non, je n'expliquerai pas ce qu'il s'y passe, vous avez déjà très bien compris. La petite bande se barre pour suivre l'ultime idée de Vaggie. Il faut seulement que je les forme comme j'ai été formée. C'est comme ça qu'on t'a appris à faire confiance. Je vais faire ça toute la journée. Remets-toi, confiance. Il n'y a rien de plus fort que la confiance qui se tisse entre des compagnons d'armes. Je suis parfaitement d'accord. Vaggie jette Penchus et Angel dans la bataille, littéralement, puis craque devant Charlie, avant son impuissance pour réussir cette mission, mais aussi le fait qu'elle ne s'autorise aucun droit à l'échec. Charlie tente de la réconforter, mais fait un échec à son jet d'éloquence. Vaggie reste donc sur le toit pendant que les autres rentrent. Pause et retour en arrière pour suivre Alastor et les Neuf. On rencontre Zestial, un overlord araignée très ancien et visiblement fan de la couleur verte. Plus loin Rosie, overlord cannibale qui reviendra plus tard. Et surtout, Carmilla Carmine. Filme mes pieds. Plus grande trafiquante d'armes en enfer qui préside la réunion. Mais nous l'appellerons plutôt la petite sœur d'Antonio Banderas en raison de son accent espagnol. L'extermination de cette année a été brutale. Son principal souci est que les anges détruisent des âmes à chaque extermination. C'est un peu le principe de la chose, mais surtout ces âmes appartiennent en partie aux overlords réunis. C'est comme si les anges débarquaient pour massacrer leurs employés/esclaves. Et attention, erreur de la VF chez Madame Carmine. Nos chiffres relèvent qu'environ 16% de la population a été décimée. Pour jouer les pointilleux, j'aimerais rappeler que décimer, cela signifie tuer une personne sur 10. Merci le dico. Donc ici, Carmilla vient de dire que les anges ont tué 1,6% de la population infernale. Un chiffre immense, sans doute, mais vachement moins impressionnant que 16%. À moins que ce soit juste la traduction, qui n'a pas trouvé d'autres mots exprimant le fait d'être tué, et qui soit composé de 3 syllabes afin de respecter la synchronisation labiale. C'est vrai qu'il n'existe pas de mots comme massacrer, supprimer, trucider, enfin. La réunion est perturbée par l'arrivée de Velvet, une Devise, qui parle au téléphone, insulte tout le monde, met les pieds sur la table, bref, une sale gosse, on a compris l'idée. Mais Velvet n'est pas venue juste pour le plaisir de casser les sabots à ses démons. Elle balance la tête de l'ange décapité vue dans l'épisode 1, et affirme que les Vises montent un plan pour affronter les exorcistes, maintenant qu'on a la confirmation qu'ils sont mortels. Mais Zestial intervient pour inviter à la modération. Ces informations sont trop faibles, il n'y a pas assez pour construire un plan de bataille sûr, surtout quand on compte affronter l'armée des anges. Velvet joue les provocatrices, Carmilla lui dit de se rasseoir sale gamine, The Respectless chanson, reprovocation, Carmilla serait responsable de la décapitation. Mais avant de partir, Alastor envoie un des Neuf espionner Carmilla Banderas. Dans le bureau de la trafiquante, Ay, qué barbaridad. Zestial la convainc de se livrer sur cette affaire, et Carmilla d'avouer qu'effectivement, elle a bien tué cet ange qui allait attaquer ses filles, scientifiques et joyeux moutons ici présentes. Chanson Whatever It Takes, il faut que tout cela reste secret, car sinon, ou bien le paradis voudra se venger, ou bien l'enfer entrera en guerre contre le paradis, ou les deux. Et dans tous les cas, la famille Carmine sera en grand danger. La loi du silence est donc déclarée en chanson, ça reste une comédie musicale, et le Neuf fait son rapport à Alastor, qui retient surtout que Carmilla Banderas a réussi à tuer un ange. Il impose lui aussi le silence, mais de façon plus menaçante. Retour à l'hôtel de Vaggie, qui était parti chanter sur les toits, pour découvrir que, finalement, l'idée du champ de bataille n'était pas si mauvaise. Et voilà, qu'est-ce que je disais? La petite bande se fait confiance désormais, et Vaggie accorde le droit de séjour au Neuf, pour la plus grande joie du serpent. L'épisode se conclut sur Penchus qui se prépare à aller dormir, et le Neuf Frank qui balance le poteau rose. Et je me souviens que j'avais pas le droit d'en parler. Mais visiblement, Penchus n'en a cure. Voire est certain que ces sbires ne racontent que des salades. Bonne nuit les petits, et vous aussi accordez-vous un peu de repos. Un peu de compter la nuit, rien que pour vous.
Bien dormi? Voici l'épisode 4, Masquerade, soit en français, Mascarade. Ouais, accrochez-vous, c'est le dossier le plus sensible. Ici, on se concentre plutôt sur Angel Dust, qui partage à ses chers camarades sa prestation filmée la plus mémorable. Pour rappel, il est toujours acteur de films pour adultes. Mais Oscar intervient, non seulement pour dire que le scénario du film est minable, ouais, c'est pas faux, mais aussi pour mettre les pieds dans le plat par rapport à l'attitude d'Angel. Le chat barman affirme qu'Angel n'est qu'un mytho qui cache qui il est derrière une façade de vulgarité et de surconfiance en ses charmes. La conversation est coupée par un appel de Valentino, qui ordonne à Angel de venir travailler. Angel y va donc, malgré les suppliques de Charlie pour le faire rester. Vaggy propose alors à la princesse d'aller user de son statut pour ordonner à Valentino de laisser plus de temps libre à Angel. Dialogue digne de Mon Petit Poney. Que tu pourrais, je dis ça comme ça, faire preuve d'un peu plus d'autorité. Mais c'est trop méchant! Mesdames et messieurs, l'héroïne de l'histoire. Filons au studio de tournage où Angel bosse. Je vais aller vite pour que YouTube ne me strike pas. Le tournage commence, quand Charlie débarque pour faire preuve de bienveillance agressive, mais Valentino fait preuve de politesse agressive. Charlie dit que son sujet peut atteindre la fin de la scène, mais évidemment perturbe le tournage, fait tout foirer jusqu'à causer un incendie. C'est plus la princesse de l'enfer, c'est la princesse Gudrun von Badaboom. Respect éternel à ceux qui ont la ref. Valentino arrête l'incendie avec ses pouvoirs de papillon. Si. Et embarque Angel pour lui parler en privé. Attention, ça va faire mal. Val déboîte Angel, certain que c'est lui qui a demandé à Charlie de venir pour le tirer de là. Ici, on peut parler de violence au travail. Angel se défend avec la conviction d'un type terrifié par un Gus 15 fois plus fort que lui. C'est pas un reproche, soyons clairs. Même si j'avoue qu'à sa place, j'aurais servi à Val une tasse de thé depuis longtemps. Efficace, pas cher, sans honneur, mais on ne peut pas tout avoir. La technique de la tasse de thé empoisonnée, validée par tous les gouvernements russes depuis les tsars. Valentino rappelle à Angel qu'il possède son âme, puis lui ordonne de faire partir Charlie. Angel s'exécute, Charlie s'en va en pleurant, et le tournage reprend. C'est alors que commence la chanson Poison. Cette musique est celle qui a fait le plus réagir, car traitant de la dépendance aux relations toxiques et abusives, un sujet un poil sensible. Message à la team premier degré, le poison est ici une métaphore pour la dépendance d'Angel Dust vis-à-vis de Valentino et de son contrôle. On ne parle donc ni de curare, ni de strychnine. Bref, une chanson dont le message tout sauf joyeux contraste fort avec son rythme de pop-rock moderne. La journée de travail se termine avec la chanson, Angel rentre à l'hôtel et demande un verre fort à Husker. Celui-ci sert un verre d'alcool et Angel râle que c'est pas assez fort. Les deux commencent à s'embrouiller, d'un côté Husker qui fait la morale à Angel sur son comportement, a raison d'ailleurs, c'est la forme qui ne convient pas. De l'autre côté, Angel Dust qui a les nerfs à vif et ne supporte pas les remontrances du chat barman. Après s'être éclaté le crâne contre le bar, et pauvre mytho, traite-moi encore une fois de mytho, connard, et tu vas voir. Mytho, espèce de trou. Ah, t'as fini? Oui, j'ai rigolé. Angel quitte l'hôtel. Vaggy et Charlie arrivent, la princesse a visiblement bien compris qu'elle a foiré au studio. T'as foiré! Et Vaggy ordonne à Husker d'aller chercher Angel. Correction de la consigne. Juste s'assurer qu'il aille bien, ne pas lui forcer la main. L'agent 666 arrive donc en ville pour surveiller sa cible, qui s'éclate dans un bar avec une bande de requins mafieux. Ce, jusqu'à ce qu'un des requins avec qui il boit mette une sorte de drogue dans le verre d'Angel. Pause l'or. Cette drogue est nommée Love Potion. Ses effets ne sont pas précisés dans la série, mais elle serait vendue par Levi's, voire, selon certaines sources, fabriquée par Velvet elle-même. Fin de la pause l'or. Husker voit la manœuvre et réagit comme le ferait un vrai ami, en balançant le coupable dans un jukebox et en mettant les autres squales au tapis. C'est donc pour ça que tu agis comme ça la dernière fois qu'on a mis les pieds dans un bar? Exactement. Mais tu sais, le Gus m'avait juste demandé où étaient les toilettes. On n'est jamais trop prudent. Fuite, micro-dispute entre les deux qui débouche sur une conversation un peu plus à cœur ouvert. Angel exprime à quel point il se sent mal dans sa vie, exploité et abusé par son patron, obligé d'avoir une attitude de people égocentré pour cacher ses problèmes, pris dans une spirale alcool-sexe-drogue pour oublier, voire, avec un peu de chance, s'auto-détruire et ainsi Valentino se lassera de lui et le laissera partir. Peut-être. La jauge d'empathie pour le personnage est maximale,
sauf pour une phrase au début du dialogue. J'ai pas demandé à être comme je suis. Big news, mon Angie. Personne n'a demandé à venir au monde, ni à être comme il est. Du moins personne qui ne se soit tourné vers de la chirurgie lourde. On fait tous avec son bagage génétique, son histoire socialo-familiale. Bref, on joue tous avec les cartes qu'on a, et personne ne peut acheter une nouvelle main. Il y a simplement des gens avec de meilleures cartes dès le début, et d'autres qui combinent mieux celles qu'ils ont. Allez Oscar, explique-lui. Le chat barman, pour apprécier l'araignée junkie, révèle alors qu'il fut un seigneur suprême, un overlord, mais qu'il a tout perdu à cause de son addiction au jeu, au point de devoir vendre son âme à ce bon vieux Alastor. Angel et Husker, étant tous deux ce qu'on appelle dans le jargon des gros losers, commencent la chanson Loser Baby, où les deux en viennent à la conclusion que s'ils sont tous les deux dans la au moins ils sont deux et peuvent se comprendre et se soutenir. Arrivent les requins de tout à l'heure, bagarre sympathique et retour à l'hôtel. Charlie s'excuse auprès d'Angel, qui répond en substance « Excuse acceptée » et les deux nouveaux meilleurs potes s'en vont picoler. Parce que c'est pas parce qu'on vient de dire que l'alcool était une drogue et ne résolvait aucun problème qu'on va pas se coller une murge de l'autre monde. The End. Vous-même, prenez donc un petit remontant. Une tasse de thé ? D'accord, on continue. Épisode 5. Dat Beat Dad, ou plus subtilement, Lucifer entre en scène. Je me demande bien quel personnage sera central dans l'intrigue de cet épisode. Je parie sur Nifty. Charlie a passé la nuit à travailler sur un moyen d'obtenir la rédemption au plus vite, sans résultat. D'où cette belle figure de quelqu'un qui a passé sa nuit sur League of Legends. Vaggy lui propose alors d'appeler à l'aide son père, le seul, l'unique, le bien coiffé Lucifer. L'idée ne provoque pas la joie de Charlie, les rapports entre le père et la fille s'étant distendus au cours des dernières années. Mais elle peut lui demander d'obtenir un rendez-vous avec les grands chefs du paradis, au-dessus d'Adam, pour vendre son projet d'hôtel à rédemption. En désespoir de cause, Charlie appelle. Nous retrouvons donc notre brave Lulu en plein travail d'empereur des enfers, comprendre ici fabriquer des canards en plastique, qui crachent du feu. Qui crache du feu ? Qui sommes-nous pour juger ? L'appel de Charlie met en joie notre Lulu, qui semble avoir autant de problèmes pour trouver un sens à sa vie que pour répondre de façon normale au téléphone. Qu'est-ce que je suis pathétique ? C'est naze ! Ma fille ? Oh, c'est ma fille qui m'appelle ! Mini-discussion, Charlie demande son petit service, juste un rendez-vous avec les êtres les plus puissants de l'univers, et Lucifer refuse catégoriquement. Non ! Non, non, non ! Non ! Non, Charlie, non, non. En clair, c'est... Non. Charlie lui propose d'au moins venir à l'hôtel pour voir de ses yeux que cette idée n'est pas aussi pourrie qu'elle en a l'air. Enthousiasmé à l'idée de passer du temps avec sa fille, Lucifer accepte avec joie de venir. Et voici une phrase qui a retourné Internet. Dans les dents, la dépression ! Vous pourrez la citer à chaque occasion de petite joie, parler à un canard en plastique est optionnel. Rapidement, l'hôtel se prépare à la visite du monarque infernal. Et attendez, est-ce que Nifty vient de cuire avec les gâteaux ? Je vérifie... Ah si, c'est bon, ça fait partie de la recette. Lucifer débarque à l'hôtel et Charlie lui présente la bande. Tout le monde est aussi sage qu'il le peut et... je ne peux pas ne pas parler de ça. Cette série, je ne vous apprends rien, a le label LGBT Friendly. Or, la prestigieuse TwitX Academia m'a refusé ce label. Et tu ne l'auras jamais, vieux rétrograde. Ce qui fait que j'avais prévu de glisser sur les thèmes LGBT de la série, ne me jugeant pas qualifié pour les traiter. Je fais donc une très courte incartade pour 2 répliques. Imaginez la réponse la plus positive, presque absurde, qu'un père puisse sortir à sa fille qui lui annonce qu'elle est en couple avec une femme. Voilà, c'est la caricaturale. Oh, trop bien, on a les mêmes goûts! Maintenant, la scène. Elle, c'est Vaggy. C'est ma chérie. Oh mince alors, tu aimes les filles ? Eh ben moi aussi, on a tellement de points communs. Dans mes bras, Peggy. Voilà,
Ils ont utilisé la blague. Et en soi, ça aurait pu rester une simple blague, si la réplique n'était pas prononcée par Lucifer. La phrase d'Aaron Ali suprême est prononcée par un père dépressif prêt à dire n'importe quoi pour recoller les morceaux avec sa fille. La série vient de dire que pour être un LGBT allié, il faut être absolument désespéré. Je suis presque sûr que ce n'était pas du tout le message que la série veut transmettre. Mais ce genre de contre son camp me fait beaucoup rire. C'est exactement pour ça que tu n'es pas labellisé. Eh ben tant pis, je me tais. La rencontre la plus explosive se fait avec Alastor, qui commence directement par une pique au sujet de la taille de Lucifer, lequel réplique presque aussitôt, et les deux en viennent en 3 secondes à se détester. Retrouvons maintenant les instants poésie d'Has-Been Hotel. Je vois pourquoi Charlie l'a appelé Hôtel Has-Been. À l'origine, c'était mon idée. C'était pas très fit. Va chier. Merci messieurs pour ce moment. Soudain, l'hôtel, déjà pas franchement convaincant, décide d'avouer qu'il est en fait catastrophique. Un lustre s'écrase au sol. Lulu éclate de rire et lance Hell's Greatest Dad, chanson où Lucifer et Alastor essayent chacun leur tour de convaincre Charlie qu'ils sont le meilleur père, celui qui réglera au mieux ses problèmes. Autant Lucifer fait ça avec conviction, mais s'y prend comme une patate, autant Alastor semble lui être motivé par une sorte de quête annexe, comme si... Bonjour voyageurs, j'aurais besoin de quelqu'un pour pourrir la vie et la chanson de Lucifer. Seriez-vous intéressé ? Quête acceptée. La chanson glisse vers la bagarre quand débarque Mimsy, une sinner, contemporaine et amie d'Alastor, qui vient prétendument faire un petit coucou. D'un côté, elle permet de faire monter la sauce au sujet d'Alastor, en racontant comment il est arrivé en enfer et a dézingué toutes sortes d'overlords surpuissants, autant elle permet aussi à Husker d'aller parler un peu à Alastor. Le plus sympa là-dedans étant quand Husker lâche un petit « Sacrée grande gueule pour quelqu'un qu'on traîne aussi en laisse », ce qui lui vaut une menace de pire que la mort. Je réduirai ton âme à néant et je diffuserai tes hurlements pour le moindre petit misérable insolent qui osera se rebiffer à la bonne heure. Mais nous apprend qu'Alastor a aussi vendu son âme, probablement contre plus de pouvoir. Pendant toutes ces émotions, Charlie et Vaggie font visiter l'hôtel à Lulu. Et au final, la question à laquelle on n'allait pas échapper, est-ce que le projet lui semble fiable ? Eh bien, selon Lucifer, le problème n'est pas tant dans l'hôtel que chez les Sinners. Notre peuple, Charlie, est affreux. D'ailleurs, il ne semble pas tenir le paradis en plus haute estime. Genre, il y aurait trop de règles. Il y a des règles, et pas qu'un peu d'ailleurs. Ils sont moins ouverts d'esprit qu'il n'y paraît. Pardon, mais on ne demande que la perfection, pas plus. Le discours déprimant et déprimé de Lulu est confirmé par une soudaine attaque de l'hôtel, par un groupe de mafieux requins, tiens, encore eux. Cette fois, ils en veulent à Mimsy, qui leur a volé de l'argent, une voiture, a renversé une fille du gang, bref, une journée normale dans GTA. Alastor sort le grand jeu pour leur casser la figure, Mimsy le remercie mais se fait virer. Tu as délibérément fait venir le danger jusqu'à chez moi pour que je te sauve les miches. Paf, dans les dents. Elle s'en va, vexée comme un pou avec une plume dans les cheveux. Retour vers Charlie qui essaye de convaincre Lulu qu'il faut qu'il l'aide, mais celui-ci démarre sa deuxième chanson, More Than Anything, et répond qu'il n'enverra pas son propre enfant se faire rejeter et broyer par le paradis, comme lui-même le fut en son temps. Mais Charlie lui rétorque que c'est Lulu en personne qui lui a appris que les rêves étaient ce qu'il y avait de plus important, qu'il faut se battre pour cela, monsieur Frodon, qu'elle deviendra Hokage, qu'elle sauvera son peuple, mais que pour cela, il lui faut sa famille. Tu comprends, Dom ? Lucifer est alors persuadé, et les deux s'allient pour chanter en duo la fin de la chanson. Chanson musicalement superbe, mais je trouve qu'il lui manque un petit truc. Oh, Lulu vient de nous faire un canard-cange. Meilleure chanson de la série. Lucifer promet d'obtenir un rendez-vous au paradis, mais prévient qu'il ne pourra pas venir. Charlie se tourne alors vers Vaggie, qui est visiblement ravi d'aller passer quelque temps aux cieux. Et fin d'épisode. Franchement, c'est mon préféré, à quasi-égalité avec le final. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ensuite ? Épisode 6, Welcome to Heaven,
ou en VF Sur les chemins de la rédemption. J'aurais plutôt pris Knocking on Heaven's Door, mais personne ne me demande jamais mon avis. Charlie prépare gaiement sa valise pour aller à la réunion avec le paradis, tandis que Vaggie est beaucoup moins emballée. Comme si elle savait quelque chose sur le paradis. Mais quoi? Et comment le saurait-elle? Bon, j'arrête d'essayer de mettre du suspense et je suis l'épisode. Dans le même temps, Angel rentre du boulot éclaté, tiens, comme le mur de l'hôtel, qui vient de subir une attaque à la bombe. Pas de panique, ce n'est que Cherry Bomb, ami d'Angel et maniaque des explosifs, qui vient lui remonter le moral. Charlie va plus loin et l'embauche pour carrément embarquer la petite bande dans une bonne soirée en ville. Objectif de la mission, passer une bonne soirée et revenir en vie et entier. Récompense, un gros paquet de fric. Ça paie bien d'être une princesse de l'enfer apparemment. Je possède des thunes. Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça veut dire qu'il y a des impôts en enfer? Une administration infernale? Y a-t-il une sécurité sociale? Tellement de questions! Reprenons, car le portail vers le paradis s'ouvre et nous suivons Charlie et Vaggie au royaume des nuages. Je vous préviens, je n'aime pas beaucoup cette interprétation du paradis, mais je tâcherai d'en rester à mon script. On commence par se présenter au portail, où Saint-Pierre ne trouve pas le nom de Charlie Morningstar dans son registre et panique pour celui de Lucifer. Heureusement, la situation est débloquée par l'arrivée de 2 séraphins. Séra, ange suprême du paradis, et sa fille, ou petite sœur, ou stagiaire, on ne sait pas trop, Émilie. Séra fait entrer les 2 femmes au paradis, tandis qu'Émilie et Saint-Pierre se lancent dans une petite chanson, Welcome to Heaven, oui comme le titre, pour présenter les lieux et expliquer à quel point le paradis est le plus bel endroit du monde. Classique d'introduction, la visite se passe bien quand la petite bande passe sans les remarquer devant Adam et Lutte. Adam n'a qu'une envie, c'est de les dégommer sur le champ. Mais Lutte l'interrompt, rappelle que leur première règle est que personne ne doit savoir qu'il y a une extermination. Plot twist pas du tout prévisible, le paradis n'est globalement pas informé qu'il y a un massacre annuel en enfer. Ben oui, ce ne serait pas très sain comme activité, le massacre de population. Séra attrape les 2 et les téléporte dans une tour. C'est un séraphin, pourquoi pas, pour faire des remontrances à Adam, qui n'a visiblement pas du tout réglé le problème de l'enfer avec son extermination, puisque maintenant la fille de Lucifer s'implique et s'interpose. Séra précise surtout que la décision de l'extermination fut prise pour protéger le paradis. On n'a toujours pas expliqué en quoi l'enfer menaçait le paradis, mais ça viendra bien un moment. Adam est sommé de trouver une solution, celui-ci se défend citant Rag and Bone Man. Je suis qu'un homme. Mais il accepte. Ouais, pigé. Car il n'a pas vraiment le choix. On retourne du côté de Charlie et Vaggie, qui posent leurs valises dans un hôtel du paradis. Je sais pas, le Paradiso. Non, ça c'est un cinéma. Bref, Charlie part visiter un zoo avec Émilie avant la réunion, tandis que Vaggie reste à se reposer. Se reposer, mais pas longtemps, car voici Adam. Boom, baby. Celui-ci fait alors la révélation à 2 balles qui tuent. Vaggie est un ange, une ancienne exorciste. Retournement de situation pas du tout prévisible. Jetez donc un œil à son design et à son arme, on en était sûr depuis l'épisode pilote. Mais Théma la taille du drama en préparation. Plus important encore, on sait maintenant quelle armée apprend à ses soldats à marcher comme des top modèles, c'est les anges exorcistes. Je nourris de plus en plus de doutes au sujet de cette armée. Flashback sanglant. Vaggie participait bien aux exterminations, mais un jour a laissé filer un enfant. Un acte de quasi-bonté immédiatement vu comme une traîtrise par Lutte. Interpellation, jugement, sanction, Vaggie perd un œil, ses ailes, son auréole, et pour finir l'équilibre dans une ruelle sombre et sale. Enfin une ruelle parisienne quoi. C'est là que Charlie la trouve et la soigne. Toujours avoir une trousse de secours sur soi les enfants. C'est toujours utile. Fin du flashback. Adam fait alors un peu de chantage à Vaggie. Elle l'aide à faire capoter le plan de Charlie à la réunion des anges et il ne révèle pas le poteau rose. Petit intermède, les analyses sociologiques fines du professeur Lutte. Professeur, que pensez-vous d'une relation amoureuse entre une démone et une ange, même déchue? Cet amour est abject et blasphématoire. Et les gens qui aiment la pizza à l'ananas? Cet amour est abject et blasphématoire. Ceux qui font des chips Charlie X à la store? Abject. Et enfin, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne? Nous devrions descendre immédiatement pour tous les anéantir. Non. Merci, professeur Lutte. D'ailleurs, dans cet épisode, on prend toute la mesure du personnage. Avant, c'était une méchante psychopathe sans rien de spécial. Maintenant, c'est une méchante psychopathe, motivée par une idéologie de séparation absolue entre sinners et anges,
méprisante et injurieuse envers tout ce qui touche aux enfers, mais qui réfléchit avant de foncer dans le tas, la seule de la bande qui connaisse vraiment et suive les règles du paradis, également fidèle et dévouée à son chef, alors que c'est Adam. Bref, une vraie ordure, mais une ordure avec des principes. L'avis d'un spécialiste ? Ou elle est immonde, je l'adore. Tout pareil. Filons à la réunion. Sarah et Emily président la séance. Charlie essaye de défendre son projet, Vaggie est roulé en boule comme un chaton effrayé, Adam est odieux, c'est tout ce qu'on lui demande, les anges écoutent en silence. La discussion s'envenimant, normal, il y a Adam dans la pièce, Charlie finit par demander explicitement ce qu'il faut pour entrer au paradis. Petit moment de gêne, et Adam finit par donner une liste de ce qu'il faut pour être accepté ici. En tant que premier humain à être entré au paradis, c'est Sarah qui le dit, il devrait être bien informé, non ? La liste fait 3 points. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. 3 points qui varient légèrement selon les scènes. En anglais, il est écrit « Seule Link peut vaincre Ganon ». Non, il est écrit « agir de façon désintéressée, ne pas voler » et « stick it to the man », expression américaine traduisible par « rester fidèle à ses principes ». En VF, Vaggie lit « agir de façon désintéressée, ne pas voler, défendre ses convictions ». Et en fin d'épisode, la traduction marque « sois altruiste, ne vole pas, respecte l'autorité ». La traduction semble avoir quelques difficultés. Je vais plutôt rester sur le sens en anglais. Comme preuve de l'efficacité de son hôtel, Charlie propose d'observer le comportement de quelqu'un d'apparemment irrécupérable, mais qui désormais respecterait parfaitement les critères paradisiaques. Angel Dust! Adam fait apparaître un palantir géant et on ne pouvait pas plus mal tomber. Angel, Sherry et toute la bande sont en train de faire la fête dans un sex club de l'enfer. Bon, à la place de Charlie, j'aurais plié bagage sans demander mon reste. Mais ici, Angel a une attitude surprenamment bonne. Pour s'éclater, Cherry lui propose différentes drogues qu'il refuse, il boit modérément, une modération digne de l'enfer, mais quand même. Il empêche ensuite Nifty de faire un coma éthylique, puis de boire de l'eau de Javel apparemment. Il semblerait que les épisodes précédents aient porté leurs fruits. Husker en est le premier avis. Pendant ce temps, Sir Penchus essaye de séduire Cherry Bomb, mais visiblement peu habitué à l'exercice, il a tendance à paniquer et dire n'importe quoi, jusqu'à tenter une ultime approche, fin bourrée, dont la subtilité vous laissera méduser. Peut-être tu voudrais t'envoyer en l'air avec moi ? Je suis médusé. Le Conseil des Anges est assez intrigué par ce développement de situation, et malgré l'avis d'Adam, décide de regarder l'épisode jusqu'à la fin. Et dans la catégorie expression subtile de la joie, nous retrouvons les instants poésie d'Asbin Hotel. Très bien. L'Assemblée est d'accord. Ouais, putain! Merci Charlie pour ce moment délicat. En vrai, ce qui me fait le plus rire, c'est pas Charlie, c'est la réaction d'Emily. Comme si c'était la première fois qu'elle entendait un gros mot. Elle vit au même endroit qu'Adam. Internet est même persuadé qu'il fut le babysitter d'Emily. Ce qui donne toutes sortes de fanarts trop mignons. Bref, retournons voir Angel. Alors que la petite bande discute de l'hôtel, Nifty, qui voit toujours double malgré son seul œil, file vers le fond de la boîte vers un personnage bien connu, Valentino. Aïe. Celui-ci ne perd pas le nord et pense tout de suite à l'exploitation en film X d'une soubrette naine, cyclope et psychopathe. Ouais, c'est bizarre, mais je suis sûr qu'il y en a qui aiment ça. Salut à toi, jeune entrepreneur. Angel explose alors les limites de charisme qui lui étaient accordées en récupérant Nifty et en envoyant Valentino voir ailleurs s'il y est. Je suis décidément trop poli pour cette série. Valentino refait le coup de la possession d'âme, mais Angel révèle qu'il a lu les petites lignes en bas du contrat. Il est forcé d'obéir quand ils sont sur le plateau de tournage. En dehors, il est libre de faire ce qu'il veut. Devant cette insubordination, que dis-je, cette jacquerie, Valentino répond par une grande baffe dans la tronche et la promesse du pire pour la prochaine séance de tournage. En attendant, celui qui a gagné le respect de la terre entière, c'est Angel. Même au paradis, on ne peut pas nier qu'il semble tout à fait correspondre. Il suit la liste et a la sincère volonté de changer. Adam fait alors ce qu'on appelle en rhétorique un retournement de la charge de la preuve. Pourquoi alors Angel n'est-il pas déjà au paradis ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Grosse énigme pour les anges, qui ne parviennent pas à répondre à cette question. Charlie met les sabots dans le plat, les anges eux-mêmes ne savent pas pourquoi une âme est acceptée au paradis ou non. Sarah essaye de répondre comme elle peut, blabla, ce n'est pas le rôle des anges, blabla, ils ne font qu'enregistrer ce qui passe le jugement divin. Emily lance alors une chanson en forme de débat, You Did Not Know, qui se résume ainsi. Emily,
Si ce pêcheur a réellement changé, il faut lui offrir une seconde chance. Serra. Les règles sont plus complexes que cela, et il ne faut pas poser de questions. Charlie. Non, mais mais non, c'est pas sympa de dire que les gens ne peuvent plus changer après la mort. Preuve à l'appui en arrière-plan. Serra. Tu te bats pour une noble cause, mais tu ignores tellement de choses. Je fais du teasing pour la saison 2. Lutter Adam. On s'en fout, c'est des pêcheurs qui restent en enfer pour qu'on puisse les exterminer. Émilie. Quoi? Adam. Oups. Émilie. Mais enfin, je savais pas. Et c'est pas bien de tuer des gens. Parce que après, ils sont morts. Émilie et Charlie. L'extermination, c'est méchant. Et c'est pas gentil d'être méchant. Serra. Peut-être, mais c'est quand même mieux que si c'était pire. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait me dire où est passée ma tête de gentille, je l'ai perdue. Les anges sont divisés. Charlie pense presque avoir gagné, mais Adam ramène sa pomme pour révéler que Vaggie est une ange. Drama! Interruption des émotions par Serra, qui déclare « Cette cour estime qu'il n'y a aucune preuve que les âmes des enfers puissent être rachetées. Alors il va falloir arrêter de dire cette cour à tout bout de champ, il n'y a que toi qui parles. Les autres anges ne font même pas un bruit de fond quand ils sont censés parler entre eux. C'est de la télépathie ou juste Serra prend toutes les décisions de façon unilatérale? Bref, Charlie et Vaggie sont renvoyés en enfer et Émilie leur promet son aide. Mais bon, elles sont parties la choupette, tu parles dans le vide. Fin de la séance. Émilie est toute chamboulée, mais Serra lui ordonne de ne plus se mêler de tout ça, surtout de ne pas se poser de questions, afin qu'il ne soit pas banni comme le fut Lucifer. Visiblement, Serra semble avoir peur de quelque chose au-dessus d'elle qui interdit même la remise en question. Curieux pour le paradis, mais je garde mes réflexions philosophico-théologiques pour moi. En effet, l'épisode se termine et il est temps de vous laisser souffler. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? La comté? Allez, on remet un peu de comté. Épisode 7, Hello Rosie, astucieusement traduit en Hello Rosie. Le traducteur était en vacances ce jour-là. Nous sommes le lendemain de l'épisode 6. L'ambiance est tendue dans l'hôtel, car maintenant ils sont pris pour cible directe par les exorcistes. Reconnaissez que ce n'est pas bon pour le moral. Vaggie a expliqué la situation à la petite bande, pendant que Charlie se morfondait dans sa chambre. Allez, il faut rire un peu. Angel, une blague par rapport à l'épisode 4 ? Les anges sont des gros mythos. La blague est meilleure en anglais, mais je prends. Suivons Alastor qui s'invite sans toquer dans la chambre de Charlie. Il a pas dit bonjour. Discussion étrange, où Charlie dit qu'elle est trop méchante d'avoir attiré les ennuis et tout foiré, et tout le monde il est en danger à cause de moi, patin couffin. Alastor, lui, s'éclate sur le lit, et il est vrai que ce matelas a l'air hyper confortable. Serait-ce un matelas et... Non, je rigole, je suis pas sponsorisé. Bref, Alastor joue les overlords sadiques, c'est son métier, et nous fait une petite tirade sur l'intérêt qu'il y a à afficher un sourire en toutes circonstances. Et c'est pas possible, je suis encore d'accord avec le méchant. Car oui, pour rappel, Alastor n'est pas un gentil, du tout. C'est un méchant dormant qui cassera tout quand on s'y attendra le moins. Enfin, Adam, Alastor, 2 fois que je suis plutôt d'accord avec les antagonistes, je commence à me poser des questions. Enfin, Charlie continue de se lamenter sur le fait qu'elle ne peut rien faire pour arranger les choses. Alastor, c'est le moment de briller. J'ai une info qui vaut de l'or. Bim! Il propose un pacte avec Charlie. Son info contre un service. Un petit service qui n'impliquera même pas de blesser quelqu'un. Et hop, un élément de plus pour la saison 2. Effet de magie de dingue, Vaggie débarque paniqué à l'idée qu'Alastor ait volé l'âme de Charlie, mais non, il a vraiment tenu sa parole et donné l'info qui claque. Épisode 3, on apprenait que Carmila Banderas avait tué un ange. Donc il est possible de se battre. Hop, répartition des tâches. Charlie ordonne à Vaggie, de façon un peu sèche mais c'est compréhensible, d'aller interroger Carmila, tandis qu'elle-même et Alastor iront chercher des alliés. Vaggie dit au reste des résidents qu'ils peuvent tout à fait partir au vu du danger. Faisons d'abord Vaggie qui s'en va interroger Carmila Banderas.
Celle-ci n'a aucune envie de coopérer et aucun respect pour le statut de princesse des enfers. Où va donc ce monde si on respecte même plus la noblesse, je vous jure. Mais Vaggie trouve les mots justes, à savoir que les anges ont l'intention de détruire l'enfer tout entier. Carmilla réfléchit et semble passer à l'attaque. Mais c'est une feinte! Enfin, un vrai coup, mais pas pour tuer. Hop, chanson Out for Love, qui est une sorte de séance d'entraînement pour Vaggie, où elle apprend en accéléré comment combattre et vaincre des anges. Théoriquement, ça devrait être hyper bien. La chorégraphie avec Carmilla est sympa, la guitare espagnole me conforte dans ma blague sur Antonio Banderas, mais franchement, les paroles! En VF, Suis ton cœur, en VO, Out for Love, soit par amour, Carmilla prétend que pour bien se battre et maîtriser sa technique de combat, il faut se battre pour protéger ce qui compte pour toi. C'est le pouvoir de l'amour qui donne ta victoire. Laisse tes sentiments guider ta lame. Trop de niaiseries pour moi. Le combat, au contraire, c'est la maîtrise de ses émotions, afin de les changer en énergie pour tenir plus longtemps. Jamais on ne se laisse guider par ses émotions. Pire, si on se laisse dominer par ses sentiments, on prend des décisions irréfléchies, impulsives, stupides, tout ce qui mène à une défaite humiliante. Suis ton cœur, c'est le pire conseil qu'un maître en arts martiaux puisse donner à son petit scarabée d'apprenti. Je suis à ça de pondre une théorie disant que Carmilla Banderas a volontairement donné un conseil tout pourri à Vaggie afin que l'hôtel Has-Been perde la bataille, soit détruit et que plus personne ne sache son secret. Malheureusement pour ce complot de haute qualité, le scénario a décidé que le pouvoir de l'amour, ça comptait. Vaggie fait une ultime cabriole et récupère ses ailes dans une transformation digne d'un film Shrek. Mais ma vanne sur Antonio Banderas, c'était une prémonition ? Si. Bref, Vaggie a fini d'apprendre le kung-fu et achève la référence à Matrix. Il va nous falloir plus d'armes. Des armes. Un maximum d'armes. Côté Charlie, elle suit Alastor tout en râlant contre Vaggie jusqu'au faubourg cannibale, où on rencontre beaucoup de cannibales. C'est comme quand on va en Amérique. Ici, on retrouve Rosie, une overlord mangeuse de chair humaine, très polie et sympathique. Politesse et demande de service. On voudrait t'emprunter tes cannibales pour aller buter des anges. Et curieusement, Rosie n'est pas contre. Mais la réalisation n'est pas si simple. Il ne faut pas tant la convaincre, elle, que les cannibales eux-mêmes. Réunion. Cannibales et cannibettes, rassemblez-vous sur la place! Cannibette, c'est trop mignon. On tend le micro à la princesse, mais Charlie n'a pas le temps de commencer son discours que quelqu'un vient lui casser les pieds. Bouh! Ramenez-nous Rosie! Et, de façon rétroactive, c'est mérité. Charlie essaye de prendre la parole et fait un Larsen avec son micro. Peu importe la cause, je ne me bats pas pour quelqu'un qui fait larcener les micros. Et visiblement, Suzanne est de mon avis, puisqu'elle pourrit la présentation de Charlie. La princesse craque et demande à madame de bien la laisser finir son allocution. Laisse-moi au moins annoncer l'instant poésie. Bon, interruption du programme, mais comme on reviendra dans un instant et que personne n'aura bougé, j'imagine qu'Alastor a fait un numéro de claquette pour garder le public. Sur le côté, Rosie et Charlie prennent un temps à part, car la princesse en a visiblement gros sur la patate, à cause du fait que Vaggie lui ait caché qu'elle était un ange. Rosie offre alors son aide. Allez mon chou, je veux des détails, des détails! Purée, entre Nifty et Rosie, je ne sais plus qui me rappelle le plus ma petite sœur. Pendant que nous digressions, Rosie a remonté le moral de Charlie en lui faisant un petit moment philo sur l'amour et le fait que les paroles s'envolent, mais que les actes montrent qui nous sommes vraiment. Là, je résume mal, mais c'était bien. D'ailleurs, entre Rosie qui fait une minute philo à Charlie et Carmilla qui entraîne Vaggie avec une chanson sur l'amour, on tient l'épisode sur les figures maternelles qui enseignent les vraies choses de la vie. Jauger les gens à leurs actions et savoir casser des mâchoires. Ceci est un message du gouvernement. La princesse retrouve confiance en Vaggie et en elle-même, remonte en scène et commence la chanson Ready for This, laquelle démarre étrangement sur Charlie expliquant qu'elle doit tenir ses responsabilités, devenir une leader pour les enfers, et dit aux cannibales que s'ils viennent dans son hôtel, ils vont passer de super moments et auront des amitiés qui changeront leur vie. Pardon, quoi ? Interruption dans la chanson que j'ai réellement faite en découvrant la scène, rien de tout ça ne va convaincre les soldats d'aller se battre. Alastor fait quelque chose. Et il y aura des anges à bouffer. Merci Alastor. Les cannibales sont conquis, portent Charlie tel un chef gaulois vers l'hôtel,
Dernière interruption dans cette chanson pour cette phrase qui me chatouille l'oreille. Bizarre. Oui, très bizarre de la part d'Overlord et d'autant plus de la part de notre Alastor. En anglais, ils disent « Stick with her, you'll be on the winning side », reste avec elle, tu seras dans le camp gagnant. Ce qui correspond beaucoup plus à la mentalité manipulatrice, calculatrice et légèrement teintée d'opportunisme que se doivent d'avoir des Overlords et en particulier Alastor. Retour à l'hôtel, réconciliation via porte-clés entre Charlie et Vaggie et on retrouve le reste de la bande en train de fortifier les lieux. Émotion, vous êtes mes meilleurs potes, les seuls aussi, mais les meilleurs quand même. Et Nifty a donné des petits noms otages. Celle-là, c'est Fred. Bonjour Fred. Encore un super épisode, malgré le fait que je pourrais râler plusieurs jours d'affilée sur le contenu des chansons. Mais on n'est pas là pour m'entendre récriminer. Non, vrai bon point, la manipulation discrète d'Alastor. Sans lui, on n'aurait tout simplement pas eu d'épisode, et encore moins le suivant. Sans le démon de la radio, pas d'informations sur comment vaincre les anges, pas de visite au faubourg cannibale pour recruter des troupes, pas d'introduction hyper positive auprès de Rosie, et surtout pas de cannibale pour se battre, puisque c'est lui qui leur promet un festin angélique. Bravo Alastor, manipulation complète et discrète, belle démonstration de ce qu'un Overlord digne de ce nom fait de ses journées. Pfiou, on se détend, on recharge les batteries avant l'épisode final. Allez, cadeau, un mix des petits chats et de la comté. Épisode 8, The Ultimate, nommé The Show Must Go On ou Le Grand Final en VF. Parce que traduire « On est hyper fan de Queen !» c'était trop long. Nous sommes peu avant la nouvelle extermination et Vox observe les préparatifs de l'hôtel Has-Been avant la bataille. Et donc ça, c'est la pose de chef de guerre de Vaggie. Slay bitch! Militairement, cette série a du progrès à faire. Bon, ça construit, ça entraîne, ça fait pampan. Charlie entame un discours d'encouragement et fait encore des larcènes avec son micro. Discours plein de gentillesse et de bons sentiments. Je veux que vous sachiez tous que d'apprendre à vous connaître a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Chacun a sa vision de ce que peut être la rédemption. Pour moi, vous avez tous essayé. Là, je fais la même tête que Cherry Bomb. Non, tout le monde n'a pas essayé de se repentir. Husker, pas bien fort. Nifty, encore moins. Cherry, que dalle. Alastor, surtout pas. L'armée de cannibales à qui tu es censé t'adresser, rien à cirer. Allez, le mot de la fin. Ce soir, profitez, amusez-vous parce que demain, on va tous crever. Merci Nifty. Et oui, c'est même la phrase la plus biblique de toute la série. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ésaïe 22, verset 13, soit la fête avant de se faire massacrer. 8 épisodes pour avoir une référence biblique qui ne soit pas galvaudée mais presque restituée dans son idée originelle. Dans une série qui se passe littéralement en enfer et au paradis, j'ai failli attendre. Hop, on saute à la soirée avant la bataille. Angel, on va pas beaucoup te voir. Quelque chose à nous dire ? Tu sais, quand t'as baisé un cannibale, c'est comme si tu les avais tous baisés. Ah! C'est donc ça le racisme ordinaire en enfer. Dernière tentative de drague de la part de Sir Penchou sur Cherry Bomb. L'attaquant s'approche, il hésite et... Oh non, il craque! Surtout ne meurs pas demain, d'accord? Bisous! Bisous. Bisous. Un peu plus haut, dans l'hôtel s'entend, Charlie ne parvient plus à dissimuler son stress et ses craintes par rapport au lendemain. Il ne faut pas trop s'inquiéter du lendemain, plutôt du lend-de-pied. Voilà pourquoi on t'enverra pas réconforter Charlie, mais plutôt Vaggie. Petite reprise de More Than Anything pour qu'elles se disent toute leur affection mutuelle. La chanson est musicalement jolie, mais le texte décidément est trop romantico-guimauvaunier. Pitié Adam, tire-moi de là. Le jour de l'extermination est arrivé, mes salopes. On va descendre et massacrer tous ces démons de merde. Merci Adam. Le plan de bataille est simple. Descendre en enfer et tuer tout le monde. À l'assaut, bagarre fort bien animée, Alastor fait un bouclier pour couper l'armée des exorcistes en deux, ce qui donne un temps l'avantage stratégique à l'hôtel, mais Adam aimerait qu'on arrête de le prendre pour une pomme et casse le bouclier à main nue. Alastor récupère alors l'aggro et commence un duel entre le premier homme et le démon de la radio. Et à la surprise générale, Alastor perd.
Il a beau jouer la carte de la provocation, Adam le dépasse en puissance pure et Alastor bat en retraite. La meilleure réaction revenant à Vox, car oui, les Vises suivent la bataille comme si c'était un show télé et misaient sur un décès d'Alastor. Bref, Adam revient dans la bataille, toujours délicat. Les instants poésie d'Asbin Prenez ma lumière divine dans la gueule, bande de sous-merde. Non seulement c'est incroyablement subtil, mais en plus ça ferait un bon slogan pour l'Imperium. Prenez ma lumière divine dans la gueule, bande de sous-merde. Sir Pentious, qui s'est habillé en Napoléon pour l'occasion, a alors une idée soit très bonne, soit très mauvaise. Il lâche la bataille pour embrasser Cherry Bomb et lui déclarer sa flamme, oui dans cet ordre, puis saute dans son dirigeable mécanique. Pour ceux qui l'auraient oublié, Pentious a un dirigeable de guerre. Impressionnant mais difficile à garer. Il fonce directement sur Adam afin de lui tirer dessus à bout portant avec son gros laser. Mais Ça aurait pu mal finir. Adam qui lâche une emote après son kill. First blood. Mais pas le temps de s'apitoyer sur la mort d'un personnage secondaire important et dans lequel les spectateurs se sont investis émotionnellement. Charlie transforme Razzle et Dazzle, deux boucs dragons, en vrais grands dragons. Si vous ne savez pas qui c'est, moi non plus, il a été introduit dans l'épisode 5, mais pendant environ 3 secondes,7. Charlie et Vaggie montent sur le dragon et à l'assaut. Lutte plonge, tranche la gorge de Dazzle et prend Vaggie au corps à corps dans l'hôtel. Pendant ce temps, Adam taunte Charlie pour faire un 1v1 sur le toit. Ces pêcheurs sont ma famille. Ces pêcheurs sont ma famille. Non mais t'entends les conneries que tu dis? Agacé par une parodie pourtant justifiée, Charlie porte l'estocade et Adam n'est pas content. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. En bas, combat très bien animé, Lutte prend le dessus, mais Vaggie utilise l'antique technique du « je te fais tomber 2 tonnes de béton armé sur le museau ». C'est très efficace. Lutte est coincée et provoque Vaggie pour qu'elle la tue. Mais l'ancien exorciste refuse, afin que Lutte vive avec le sentiment d'être un échec. Ce qui est une étrange raison, il faut l'avouer. Néanmoins, j'ai trouvé un ancien enregistrement de la séquence. Non, tu vas vivre, tu vas vivre. Parce que sinon on va manquer d'antagonistes pour la saison 2. On entend soudain Charlie pousser un cri de douleur. Vaggie monte sur le toit, pendant que Lutte utilise la plus commune des techniques pour décoincer son bras, se l'arracher. Mais bien sûr. Vite, sur le toit, où Charlie est en train de perdre son duel. Vaggie ne peut intervenir. Oh non, mon ennemi que j'ai battu à l'instant, qui a un bras en moins et perdu environ 27 litres de sang, vient de me sauter dessus. Je ne peux la repousser. Quand arrive, du fond de la nuit, Zoro. Non, Lulu. Hop, pose du beau gosse portant la princesse dans ses bras, taunte sur Adam, esquive et métamorphose, esquive d'un giga-rayon de lumière divine, re-sauvetage de la princesse, Charlie met un stun et une projection sur Adam et Lucifer le finit au sol. Charlie interrompt Lulu avant qu'il ne tue Adam, et heureusement, car sinon nous n'aurions pas eu le discours final du méchant dépité, expliquant à quel point on devrait tous être à sa botte. Je suis à l'origine de tout sur Terre. Grand moment d'une créature se prenant pour le créateur. Je pourrais en faire toute une analyse théologique, mais on n'est pas là pour ça. Quand soudain... T'as un truc bizarre qui coule de ton machin là. Nifty has slain an enemy. Et là, scène curieuse, avec Lutte réellement dévastée, qui se jette sur Adam, la mise en scène dramatique qui ralentit. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens plus d'émotion pour la mort d'Adam que pour celle de Pentious? J'ai tendance à m'attacher aux méchants, mais quand même. Enfin, sur un ordre particulièrement poli de Lucifer, Merci. Lutte et les exorcistes s'en vont, fin de la bataille. Lulu, un dernier mot? Qui a envie de pancake? Est-ce que c'est une référence à Helltaker? Parce que ça ressemble très fort à une référence à Helltaker quand même. La nouvelle serait pas en enfer. L'extermination a été repoussée. Parmi les décombres, Charlie pleure alors la mort de Sir Pentious, dans un début de chanson dramatique. Alors je veux pas casser l'ambiance, mais les dizaines de cannibales qui se sont battus pour toi, qui sont morts pour ton hôtel, tu comptes pleurer leur sort aussi, j'espère? C'est un point de détail de l'histoire. Non allez, c'est la chanson The Show Must Go On, qui mène à la reconstruction d'un nouvel hôtel, plus grand, plus moderne, avec plein de néons partout. Rassurez-vous, Alastor est toujours là, mais semble déterminé à passer à la vitesse supérieure. Scène pas post-crédit, mais qui aurait pu l'être, Sir Pentious est transporté au paradis et transformé en winner. Ici, la fanbase est divisée en deux. Ceux qui sont comme Emily, super contents, yippee! Et ceux comme Sarah qui se demandent comment c'est possible. Deuxième scène qui aurait pu être en post-crédit, Lutte arrive sur une plage, au paradis au vu des couleurs. Elle annonce à une femme allongée sur un transat qu'Adam est mort, qu'un accord serait rompu, et maintenant qu'elle doit aller gérer le problème Charlie.
Tu m'as compris, Lilith. Bim, on a vu le dernier membre de la famille Morningstar avec cette question qui clignote dans nos esprits. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle bronze, ça se voit, non? Tant pis, c'est la fin. C'est la fin. Que d'émotions. Et on termine la vidéo là-dessus. Reposez-vous les yeux et bientôt je vous posterai l'épisode 2 qui sera donc la partie analyse de cette review de série.